Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de France Pet-Sitter. Ici, on vous propose de découvrir les visages, les voix et les parcours de celles et ceux qui feront vivre notre belle communauté. Membres du bureau, administrateurs, partenaires ou pet-sitters engagés, ils et elles partagent avec nous leur histoire, leur engagement, leurs valeurs et ce qui les anime au quotidien. Un moment d'échange pour mieux se connaître, s'inspirer et se rappeler que derrière chaque professionnel du pet-sitting, il y a un humain passionné, compétent et profondément investi dans le bien-être animal. Je suis Florence. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir notre animateur préféré, Cyril Baucher, qui est le secrétaire de l'association et en charge de la communication, de la presse et du recrutement des bénévoles. Bonjour Cyril. Bonjour Florence. Peux-tu te présenter et nous dire quel est ton métier et ton rôle dans l'association ? Oui, alors donc moi je suis Cyril, je suis comportementaliste félin et cat-sitter dans la vallée sud des Hauts-de-Seine. Et je suis aussi secrétaire de l'association France Pet-Sitter, en charge de la communication, de la presse et du recrutement des bénévoles. Quand es-tu arrivé dans l'association et comment s'est passé ton parcours avant d'arriver au bureau en tant que secrétaire ? Alors je suis arrivé il y a, je crois, à peu près 2 ans et demi, je ne sais plus exactement. Et en fait, j'avais vu l'association et ce qui m'avait intéressé, c'était le label, en fait. Le label que l'association proposait. Je trouvais ça super intéressant parce que finalement, il y avait pas ce type d'offre qui était proposée aux professionnels du pet sitting. Et puis en plus, ce que je trouvais très bien, c'est que ça se basait sur des éléments vraiment factuels. Euh, voilà, c'était quelque chose de concret. C'était quelque chose finalement qui me manquait. Et, et on n'a pas tout ça dans le monde du pet sitting. On n'a pas de label, on n'a pas forcément, même d'ailleurs, une reconnaissance particulière. Donc, je trouvais ça super intéressant. Et puis ensuite, je me suis intéressé de plus près à l'association. J'ai trouvé, voilà, les gens super sympas. L'ambiance au sein du groupe privé était assez dynamique. Et puis, les gens s'entraidaient, se répondaient. Donc, je me suis dit, bah tiens, je vais peut-être essayer de m'investir plus. Et là, j'ai pris contact avec toi, donc Florence, où on a échangé. Et puis, tu m'as convaincu de vous rejoindre. Et puis, j'avais à vous proposer à ce moment-là mes quelques connaissances et compétences dans la communication, justement pour pouvoir aider l'association à peut-être mieux se faire connaître ou à se faire connaître un peu différemment. Donc voilà, donc ça c'est voilà comment je suis arrivé dans l'association et puis mon parcours. Alors en fait moi je suis pas du tout pet-sitter de longue date, hein, ça fait que quelques années et en fait c'est mon chat Merlin qui qui m'a donné l'envie. C'est-à-dire que je trouvais ce petit chat super sympa, un peu collant, un peu glu pour ceux qui me connaissent et qui le connaissent aussi. Mais ouais, je me disais, bah tiens, c'est bizarre, il est pas comme les autres chats, il est un peu collant. Et puis toute l'expérience que j'avais de ces autres chats à l'époque, c'était des chats qui avaient plutôt, ouais, soit un peu peur, ou enfin en tout cas, n'étaient pas aussi collants, aussi glu que Merlin. Et là, je me suis dit, bon, il y a un truc, faut que j'essaie de comprendre un peu comment ça se passe, quoi, qu'est-ce qui se passe dans la tête des chats. Et je m'y suis intéressé. Et en mettant le doigt dans toutes ces formations, dans toutes ces connaissances-là, ces livres que j'ai lus, j'ai trouvé ça hyper passionnant. Et je me suis complètement lancé là-dedans. Donc j'ai fait beaucoup de formations avec de nombreux organismes reconnus dans le monde du chat pour essayer d'en savoir plus, de bien les comprendre et ouais, essayer d'aider des gens qui, comme moi, ne comprenaient pas forcément leur chat. Et puis oui, pour répondre à ta question, il en manque une partie. Comment je suis arrivé secrétaire? C'est de fil en aiguille, tout simplement. Comme je disais tout à l'heure, je me suis senti bien dans l'assaut. J'ai apporté voilà, quelque chose à droite et à gauche en termes de com. Et je me suis dit, voilà, je peux m'investir plus. Parce que dans une association, on a toujours besoin de bras, de bénévoles. Et le poste de secrétaire étant libre, je me suis présenté. Et voilà. Et après, tout le monde connaît la suite par rapport à l'élection en assemblée générale et au conseil d'administration. Toujours super de se positionner par rapport à son animal dans son parcours Ouais. de passion, on va dire. Tu es en charge de la communication à l'association. Euh,
comment réussis-tu à rendre accessible le métier de pâtissieur auprès du grand public? Alors déjà, je suis pas seul, hein, on est plusieurs bénévoles qui sont là, qui sont à mes côtés. Il y a ouais, on est une trentaine de personnes, un peu plus d'une trentaine de personnes aujourd'hui dans l'asso. Et il y en a un certain nombre qui sont là pour aider à la communication. Et la communication, c'est très large en fait, hein. La communication, c'est ce qu'on voit et puis aussi ce qu'on voit pas. La communication sur les réseaux sociaux, des textes, par exemple sur le blog. Voilà, donc on est vraiment plusieurs et puis on essaie de mettre en place des choses qui sont finalement très pratiques et très concrètes pour le grand public. Donc là, récemment, on a sorti la charte du pet sitting éthique. Donc elle est à destination finalement aussi du grand public puisqu'elle va donner euh, tout ce que le pet sitter doit finalement remplir, j'allais dire, comme cahier des charges pour être un pet sitter au top. Quelle est son éthique. Donc c'est à destination du particulier, mais aussi des professionnels qui peuvent s'inscrire, hein, qui peuvent virtuellement signer cette charte. On a sorti aussi pas mal de documents, comme le Pet Sitter 5 étoiles, qui est en fait un document. Là aussi, on va retrouver toutes les bonnes pratiques du Pet Sitter dans son activité. Qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire, pourquoi c'est important de le faire. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, on a aussi un blog sur le site de l'association qui va permettre d'en savoir plus sur le métier du pet sitter. Qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça comprend, quelles sont toutes ses responsabilités. Donc voilà, donc notre job au sein de la com, ça va être de, j'allais dire, vulgariser au maximum le propos pour que ce jargon que l'on a dans le métier du pet sitting puisse parler au plus grand nombre, que tout le monde puisse le comprendre. Oui, donc quand tu communiques sur les réseaux sociaux, quelles sont les valeurs que tu transmets à travers chaque publication? Alors ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on a plusieurs valeurs dans l'association. On en a trois principales en tout cas, qui sont la simplicité, la proximité et la positivité. Tout ça, on l'a décliné dans une charte. C'est un peu j'allais dire, la colonne vertébrale de nos actions de communication. Cette charte, elle va nous donner toutes les infos et toutes les lignes, un peu les guides qu'il faut qu'on respecte pour pouvoir communiquer correctement. Et puis surtout, la communication, c'est important parce que ça va refléter les valeurs de l'association. Donc, il faut vraiment que tout ce qu'on va dire soit cohérent, soit logique et soit simple, comme je le dis, proche des gens et surtout positif. Parce que nous, on est là pour montrer que faire appel à des professionnels, c'est super important et ça peut aider sur plein de choses. Donc, on va jamais être négatif dans nos propos. On n'est pas là pour dénigrer. Euh, voilà. Et puis, je dirais aussi qu'on est plutôt direct et plutôt concis. C'est-à-dire qu'on va pas forcément faire des longues phrases quand on va prendre la parole sur les réseaux sociaux, parce que je suis en train de faire maintenant dans ce podcast. On va essayer d'être concis pour pouvoir donner un maximum d'infos en très peu de mots et que ça puisse parler à tout le monde, aussi bien le pro que le particulier. Et donc cette charte dont je te parlais tout à l'heure, que tu connais bien, bien évidemment, comme nombreux des bénévoles de l'asso, elle nous guide dans toutes nos actions au quotidien. Beaucoup de personnes rejoignent bénévolement en tant qu'actifs France Pet Sitter. Le recrutement des bénévoles, fait partie de tes missions. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui, selon toi, donne envie à ces personnes de s'investir auprès de notre association? Alors moi, je vois plusieurs choses. Euh, Quand ils nous contactent, la première chose, c'est vraiment le lien avec l'animal. Quand les bénévoles rentrent en contact avec nous, ils ont vraiment envie d'œuvrer pour le bien-être animal. Ça, c'est vraiment la première motivation. Et lors de l'entretien de recrutement, on leur explique que ils ne seront pas forcément en direct par rapport à ce bien-être animal, puisque nous, on est une association qui allons aider des professionnels du pet sitting. Donc, on essaie aussi d'être très transparent lors de l'entretien de recrutement pour qu'ils comprennent que, certes, ils vont aider au bien-être animal, mais de façon très indirecte. Et quand on est très clair, finalement, ça leur convient bien parce que quand on déploie un peu, quand on explique tout ce que l'on fait, ils y trouvent un vrai intérêt euh, pour le particulier qu'ils sont souvent, parce que souvent ils ont des animaux domestiques et ils voient pourquoi c'est bien de faire toutes ces actions-là. Euh, et puis,
Oui, et puis ils ont envie d'aider aussi les professionnels parce qu'ils comprennent que souvent ces professionnels sont des auto-entrepreneurs, souvent tout seuls. Euh, et, et- et quand on démarre dans une activité d'auto-entrepreneuriat, on n'a pas toutes les connaissances, quoi. On n'est pas comptable, on n'est pas juriste, on n'est pas communicant. Et donc le fait pour ces bénévoles de pouvoir les aider avec les compétences qu'ils amènent dans l'assaut, c'est super intéressant pour eux, c'est super important. Le deuxième point, je dirais que comme on en est encore au démarrage, hein, même si maintenant l'association existe depuis quelques années, euh, ce que l'on met maintenant en place, ils ont un vrai boulevard. Ils peuvent tout construire. Euh, Parce que, encore une fois, on a des lignes de direction qui sont claires, qui sont cadrées. Donc ça les rassure, ces bénévoles, ils se sentent pas seuls. Ils ont souvent d'ailleurs un référent qui les accompagne. Et puis, bah, ça leur permet de tout construire, de se lâcher finalement dans les compétences et les connaissances qu'ils ont. Je te parlais tout à l'heure des communicants, mais ça peut être aussi des juristes, ça peut être aussi des secrétaires de direction, ça peut être des community managers, des graphistes. Voilà, on a vraiment toute une panoplie de personnes qui ont de super compétences et qui nous aident. Et puis peut-être le troisième point, je dirais que pour nous, dans l'asso, chaque bénévole a vraiment une place, une vraie place. C'est-à-dire qu'on va s'entraider, bien évidemment, mais chacun va participer aussi. Il y a eu des séances de brainstorming où on va échanger sur des sujets ensemble. Ces bénévoles-là sont invités à participer. C'est pas parce qu'on est dans le bureau, dans le conseil d'administration, qu'on est au-dessus des autres. Pas du tout. C'est pas du tout la dynamique de l'association. On est tous égaux. D'ailleurs, on le dit bien dans nos entretiens de recrutement que ce qu'on veut, c'est avancer ensemble, travailler ensemble et proposer pour les professionnels quelque chose de solide qui peut les aider au quotidien. Ils peuvent aussi apporter des avis, des retours d'expérience, enfin voilà. Et puis on leur laisse une grande autonomie, bien sûr, parce qu'on veut qu'ils soient bien. Et ce qu'on leur dit aussi, c'est qu'on veut qu'ils s'amusent aussi en faisant leur mission. Euh, voilà, que ça soit pas embêtant. C'est du bénévolat, donc il faut que chacun y prenne du plaisir. Oui, on est tous bénévoles. Toi-même, tu es très impliqué au quotidien dans l'association. Qu'est-ce qui te motive à donner autant de temps à France Petiteur? Et quelle évolution vois-tu, aimerais-tu dans les années à venir? Je suis impliqué dans l'asso et ce qui m'a motivé, alors il y a eu plusieurs temps dans ma vie perso, déjà quand j'ai rejoint l'asso et puis là récemment. Euh, Personnellement, c'est vrai que suite à un divorce que j'ai eu, j'ai voulu vraiment me changer les idées, changer un peu mes pensées et m'occuper. Et, et c'était un moyen pour moi aussi voilà, que de lâcher prise et que de donner de l'énergie pour une cause qui me tient à cœur et pour quelque chose qui pour moi a de l'importance. En fait, j'y crois beaucoup dans cette association car ouais, elle apporte plein de trucs et puis le travail qu'on a fourni jusque maintenant, il est super rigoureux. Il est fait dans la bonne humeur et puis aussi j'allais dire avec une vraie reconnaissance des membres de la communauté. Quand on sort quelque chose, bah, c'est super bien parce qu'on a des merci, on a des bah, grâce à vous, on peut avancer sur telle chose. Euh, Enfin voilà, c'est super gratifiant, valorisant. T'as l'impression vraiment d'être utile et de servir à quelque chose. Et quand on va pas forcément bien dans sa vie perso, eh ben c'est bien de pouvoir s'appuyer sur le fait d'être utile aux gens. Et alors donc là, moi je parle d'un divorce, mais ça peut être plein d'autres choses. Et des fois, ça peut être juste aussi parce qu'on a du temps et parce qu'on a l'envie. Et à partir du moment où on sert quelque chose de plus grand que soi, à partir du moment où on sert des gens et ce que l'on fait peut servir à quelque chose, je pense que voilà, on est comblé sur ça. Et puis je pense aussi que les professionnels de la communauté, eh ben, ils comptent sur nous et je pense qu'on les aide. Et puis pour la deuxième partie de ta question, l'évolution, bah, je dirais que comme tout le monde, hein, que le métier soit véritablement reconnu, et je dis bien véritablement, parce qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Il y a encore quelques trous dans la raquette et c'est dommage. Et c'est pour ça que parfois, on se retrouve avec des gens dont ce n'est pas le métier, qui font ça avec des conséquences qui parfois sont un peu dangereuses concernant la sécurité de l'animal ou même l'habitation, hein, puisque les clients que l'on a, ils nous confient les clés de leur demeure au-delà de la vie de leur animal. Donc c'est une vraie responsabilité. Donc voilà, que ce métier soit reconnu, que les particuliers soient aussi sensibilisés à faire appel à des vrais pros
Et puis peut-être que nous aussi, en tant que pros, on a aussi un vrai rôle dans notre propre montée en compétences, parce qu'on doit se former souvent. Je pense qu'il faut prévoir un petit budget tous les ans pour ça, parce que l'éthologie, enfin l'étude du comportement de l'animal, ça évolue très vite, que ce soit les chiens, les furets, les nacs de façon globale, et les chats aussi bien sûr, puisque comme je le disais, je suis cat-sitter, donc moi je suis plutôt branché chat. Mais voilà, tout ça évolue très vite et on peut vite être largué par rapport à ça, avec des méthodes qui peuvent desservir l'animal euh, parce qu'elles seront plus du tout adaptées. Donc pour moi, l'évolution, c'est ça, c'est que le métier soit reconnu, que les particuliers soient sensibilisés et que euh, on montre notre envie de progresser et d'apprendre avec cette montée en compétences. En tout cas, Cyril, je te remercie beaucoup. À une prochaine. Merci beaucoup Florence et puis à bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast de France le Pet Sitter. Vous avez aimé cette rencontre? Pensez à le partager et à suivre notre podcast pour ne manquer aucun témoignage. Surtout, n'oubliez pas, s'engager pour le bien-être animal, c'est une vocation qui guide chaque pet sitter. Très vite pour un nouvel épisode, une nouvelle voix, une nouvelle histoire.